Merci bien, Chérif Diop. Nous enchaînons avec notre deuxième invité, professeur Aïda Silla, qui est psychiatre. Bonsoir, professeur, et merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Alors, dans le contexte actuel dans lequel on se trouve, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez beaucoup plus de consultations, beaucoup plus de personnes qui viennent vers vous pour se faire consulter? Alors, qui viennent vers nous, beaucoup moins, parce que les gens ont maintenant peur en général de venir à l'hôpital. Et nous aussi, nous ne les encourageons pas à venir pour des choses équilibrées. Donc, nous ne recevons que les cas urgents. Par contre, ce qui a peut-être augmenté, c'est les consultations à distance par téléphone pour des personnes donc touchées d'une manière ou d'une autre par l'épidémie à Covid. Cela peut être des familles de personnes atteintes ou bien même des soignants qui sont en situation de stress, soit dû à leur travail, ou qui parfois sont en confinement, parce qu'il ne faut pas oublier que quelques soignants peuvent être mis en quarantaine parce qu'ils auront été en contact de cas de Covid. Et dans ce cas, eux aussi ont besoin d'être soutenus sur le plan psychologique. Et comment se passe cet accompagnement-là? C'est essentiellement par téléphone, par les outils donc de communication moderne. Et j'oubliais aussi les sujets mis en observation, par exemple à l'hôpital, lorsque quelqu'un est détecté avec une fièvre, on le met en isolement le temps d'avoir ses résultats. Et pendant ces moments, il peut avoir besoin d'avoir un lien avec quelqu'un qu'il soutienne. Et c'est dans ce sens que même les spécialistes de santé mentale ne suffisant plus, les travailleurs sociaux ont été formés, capacités pour pouvoir eux aussi se démultiplier et faire cet accompagnement, aussi bien au niveau de leur personnel que pour les personnes mises en observation. Mais je veux savoir, en amont, comment doit se faire la prise en charge? Parce qu'il y a des gens, quand même, pour ne pas se sentir stigmatisés, ils ne viennent pas à l'hôpital ou bien ils ne se signalent pas dès les premiers signes des symptômes. Comment on doit faire quand même pour mieux Alors, les les prendre en charge? recommandations ministérielles, je pense qu'ils sont partagés avec les numéros qui sont publiés. Il n'est pas conseillé aux personnes qui ont des symptômes de venir dans les structures hospitalières. Ils doivent appeler ces numéros et à partir de ce moment, ce sont des personnes qui vont se déplacer chez eux. D'abord au téléphone, ils vont les examiner parce qu'une partie de l'anamnèse peut être faite au téléphone et si de besoin, se déplacer chez eux pour aller les chercher s'ils ont besoin d'une hospitalisation avec toutes les mesures prévues pour les protéger, pour se protéger et aussi pour protéger la communauté. Parce qu'on ne peut pas débarquer comme ça chez un médecin, fût-il privé ou dans le public, avec des symptômes au risque de contaminer toute la chaîne que nous allons traverser avant d'accéder à lui. Moi, je vous parlais de la prise en charge psychologique. Comment on doit préparer les Sénégalais quand même en amont pour qu'ils puissent quand même contacter les gens quand il le faudra? C'est donner les bonnes informations et je pense que c'est en train d'être fait. Donner les symptômes, donner les notions qu'il y a autour, c'est-à-dire avoir été au contact de quelqu'un qui a cette maladie ou qui est susceptible de l'avoir, ressentir certains signes comme ce mal de gorge, cette fièvre, cette toux. À partir de ce moment, les numéros, vous les diffusez et ils appelleront à ces numéros pour que les personnes puissent venir. Maintenant, au plan psychologique, c'est une fois sur place parce qu'il faut que le contact s'établisse d'abord avec les soignants qui eux-mêmes vont examiner la personne. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui aura nécessairement besoin de ce soutien-là. Mais si les soignants de première ligne identifient chez quelqu'un des symptômes qui montrent qu'il est en détresse, ils vont prendre attache avec les spécialistes qui s'occuperont d'eux. Et pour ces personnes mises en confinement, spontanément, il y a la cellule du ministère qui, avec des écoutants, vont les appeler, non seulement attendre les appels, mais ils vont d'eux-mêmes les appeler, s'enquérir de leur situation, vont voir comment ils passent ce confinement à domicile, s'il y a des difficultés, et les relayer à qui de droit afin qu'un soutien plus structuré puisse être ramené.
Dans les différents points qui sont faits par le ministère de la Santé, on ne donne plus de détails sur les lieux ou la cartographie pour permettre à des personnes de pouvoir savoir où habite tel ou tel autre malade. Mais maintenant, on voit qu'avec les infos qui continuent de défiler, même si ça ne vient pas du ministère, on a d'autres sources d'infos qui font qu'aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont pointés du doigt. Et ces personnes, quand elles sortent, elles sont stigmatisées. Comment faire aujourd'hui pour vivre ce genre de situation? Des informations, vous l'avez noté, il y en a énormément actuellement sur l'épidémie à Covid-19. Tout le monde prend la parole, tout le monde en parle. Et nous n'arrêtons pas de dire à la population de choisir ses canaux d'information, parce qu'on ne peut pas se fier à toutes les informations. Il est vrai que c'est une épidémie, c'est-à-dire une situation exceptionnelle où même des dérogations vont s'appliquer au secret médical. C'est-à-dire c'est des maladies à déclaration obligatoire. Donc le secret médical n'est plus massif comme il l'est dans la plupart des cas. D'accord. Mais quand même, il y a le respect d'une certaine confidentialité. À travers les informations données par le ministère, vous ne pouvez pas retrouver les personnes, vous ne pouvez pas savoir qui ils sont. Et je pense que c'est ce type d'information dont on a besoin pour que l'on prenne la juste mesure de cette épidémie pour pouvoir faire passer après les messages de prévention, mais aussi que les mesures idoines puissent être prises. Parce que ce n'est plus un problème de santé, c'est un problème général où les administrateurs, les forces de l'ordre, chacun aura sa partition à jouer. On a également vu avec le message qui est lancé qu'on demande à la population de rester chez soi. Quand on est chez soi et à force de continuer dans cette situation-là, à évoluer entre quatre murs, on peut être angoissé et vivre mal cette étape. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement derrière à faire pour que ces personnes puissent vivre mieux ces restrictions? Et je pense que ce qui peut essentiellement servir à vivre cette restriction, c'est la compréhension de ce qui l'a entraîné. Je pense qu'une personne normale qui intègre ce qui est à l'origine de cette restriction devrait pouvoir la supporter, quelle que soit la contrainte. C'est un acte de santé publique. Comme je le disais, celui qui reste chez lui est plus valeureux que le soignant de première ligne parce qu'il va se protéger, mais il va aussi protéger la collectivité. On ne demande pas aux personnes de rester chez elles pour restreindre leur liberté uniquement ou pour tout un autre problème. On l'a dit dès le début, il s'agit d'une restriction liée à une cause médicale. C'est une maladie qui circule, qui peut toucher tout le monde et pour l'éviter, moins on se déplacera, mieux cela vaudra. Et le fait de rester chez soi permet de sauver des vies, surtout aujourd'hui que nous parlons de ces contagions communautaires. Nous avons vu que le ministère a quand même changé de méthode parce qu'au début, on donnait un certain nombre de détails, mais dernièrement, on ne donne plus de détails. Et avec le développement des cas communautaires, il y a des populations quand même qui se lèvent pour dire qu'il faut impérativement qu'on donne ces détails-là. Selon vous, quelle est la meilleure méthode? Je pense qu'il ne faut pas donner des détails aujourd'hui. Surtout aujourd'hui quand on parle de contamination communautaire. Nous avons parlé de la stigmatisation. Qu'est-ce que c'est que la stigmatisation? C'est le fait d'insister sur ce qui me différencie de l'autre. Dans quel but dans notre contexte? Dans le but de se dire c'est l'autre et ce n'est pas moi. Alors que nous n'en sommes plus là. Cela peut être monsieur tout le monde. Aujourd'hui, il y a des sujets X, disons des Bassirou Diop qui vont se promener dans la ville, que personne ne peut identifier et qui vont propager la maladie. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on aura peur de celui-ci ou de celle-là. La bonne attitude, c'est de se protéger de tout le monde. Parce que tout le monde est susceptible de porter ce virus et de pouvoir le propager. Ce n'est pas parce que c'est mon parent, c'est mon enfant, c'est mon ami que je ne vais pas me protéger. Tout le monde devra se protéger avec la distance, la désinfection des mains, le port des masques, parce que nous l'avons vu, nous ne savons pas qui le porte, qui ne le porte pas, et il faut insister là-dessus. Donc, le fait
de donner des noms ne servira absolument à rien. Et cette signification de la stigmatisation qui consiste à pointer l'autre pour dire que je suis différent, c'est lui qui l'a, qui ne l'a pas, ne peut pas opérer. La peur est certes normale, mais il ne faut pas que nous basculions dans la panique. Cette peur a une fonction, c'est une fonction d'alerte pour la protection. Là, nous disons oui. Mais quand elle génère des comportements qui sont désadaptés et inadéquats, ça, nous n'en avons pas besoin et ça ne sera pas aidant pour combattre cette maladie. On a vu qu'au début, avec la mesure qui a été prise par le chef de l'État, le couvre-feu, il y en a certains qui continuent de défier l'autorité. Le soir, il arrive que l'on voit sur les réseaux sociaux des vidéos qui circulent, même si cela a diminué, mais on a vu que cela avait augmenté au début. Comment aujourd'hui comprendre ces personnes-là qui défient malgré tout l'autorité? Est-ce que derrière, elles ne comprennent pas la dangerosité de la maladie? Je pense que oui, c'est un processus au départ. Il y a des personnes qui s'opposeront à tout, à toute forme d'autorité. Quoi que vous puissiez dire, ils vous diront d'abord non avant de réfléchir. Mais je pense qu'il y a eu une certaine fermeté qui a pu les contenir et la plupart sont restés tranquilles. L'autre chose qu'on brandit, c'est oui, si nous restons chez nous, nous n'aurons pas à manger. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a des phénomènes à étudier, à comprendre et ne pas répondre au coup par coup. C'est le cas de la faim. Oui. Depuis que moi, je suis née, que je vis dans ce pays, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est imposé, on soulève la faim. J'étais là quand on construisait des infrastructures. Les gens ont dit « Ah oui, on construit des infrastructures alors que nous avons faim. Oui. » Quand on parle d'un investissement culturel, oui, nous avons faim. D'un investissement sportif, oui, nous avons faim. Je pense qu'il est temps d'analyser cette faim. De quoi ce peuple a faim? Est-ce qu'il n'a pas faim de discipline? Est-ce que c'est d'aliments qu'ils ont faim? Et ne pas prendre à la lettre ce terme pour y répondre. L'aliment, ce n'est pas tout dans la vie. L'aliment, ce n'est pas que du remplissage. C'est aussi une fonction de partage. Et aujourd'hui, ce partage veut que nous soyons tous en bonne santé, que nous contribuions à la santé publique. On ne peut pas tout le temps dire « nous avons faim », chaque fois qu'on pense qu'une contrainte va arriver. Pourtant, demander à n'importe quel médecin, on se bat aujourd'hui contre des maladies de surcharge. Oui. Pas de la malnutrition. Il faudrait que nous analysions quand même les comportements pour pouvoir apporter des réponses adéquates. Donc, si je vous comprends bien, vous prônez quand même un confinement total. Il y a un pas entre ce que je dis et le confinement total. Okay. Ça, c'est l'autorité qui la décidera. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un problème de santé et qui dépasse la maladie et la médecine. Il y aura d'autres déterminants qui vont entrer là-dedans. Mais en tant que médecin, de notre place, nous allons dire oui, un confinement total serait bien. Mais c'est plusieurs voies qui vont converger, voir la solution la plus adaptée, la plus adéquate pour la décider. Et ceci dit, même si le confinement général était aujourd'hui institué, soyez certains qu'il y aurait qui vont enfreindre les règles. Pour sortir ça, il faut toujours jouer avec. Et donc, c'est toujours de voir la meilleure situation à adopter. On a vu quelque part qu'au début, quand on a commencé à donner certaines infos, qu'il y a maintenant une étiquette qui est collée sur les moudou-moudou. Je me permets de le dire parce que beaucoup en ont parlé. Et jusqu'à présent, au moment où avant les gens se réjouissaient de voir des Sénégalais revenir au bercail, là maintenant, c'est une autre image qui est portée sur ces personnes. Est-ce que vous pensez que cela pourrait évoluer avec le temps? Avec cette maladie qui se coule? Oui, cela évoluera. À coup sûr, cela évoluera. Les représentations que l'on se fait lors d'une situation, nous en avons vu. Nous en avons vu. Parfois même, c'est dans les courtes maladies
au niveau de la famille. Il y a plusieurs représentations qui sont là dans les moments critiques, mais qui s'amenuisent avec la guérison. Donc, c'est sûr qu'à un moment, c'était les modou-modou. Peut-être qu'après, ce sera tel ou tel autre sujet d'un quartier X ou d'un quartier Y. Mais ça, on en est certain. Nous sommes habitués à ça. Cela s'estompera avec la maladie, c'est sûr. Et quelle est la responsabilité de la société face à cette situation? Alors, c'est la société qui génère ces hommes, qui génère ces stigmas. Mais je pense aussi qu'elle a les moyens de le résoudre aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de chaînons de solidarité au niveau social. C'est vrai que l'État est interpellé. Mais l'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est tous les citoyens qui doivent mettre la main à la pâte. Aujourd'hui, il y a le réseau religieux, il y a le réseau social qui ont organisé une forme de solidarité dans les quartiers, même le réseau politique. Nous, au niveau des hôpitaux, nous travaillons un peu avec des personnes malades. Qui dit maladie, dit infortune, dit détresse. Combien de fois n'avons-nous pas entendu pour payer ma facture, j'attends mon leader politique, ou je vais aller dans ma mosquée, l'imam va m'aider. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de solidarité, il y a celle qui viendra de l'État, mais c'est le moment aussi de raviver tous ces réseaux qui pourront aider les personnes, aussi bien au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel, au niveau psychologique, pour les contenir et les amener tous à sortir le meilleur d'eux pour faire face. Moi, je reviens au cas communautaire. Ne pensez-vous pas que si on donnait quand même un certain nombre de détails par rapport à leur provenance, on aurait peut-être participé à mieux endiguer la maladie? Non, nous n'avons pas ce droit. Okay. Et surtout actuellement, comme je le disais au début, ces cas viennent de partout et peuvent venir de partout. Et dire, c'est comme avec la tuberculose. Certains qui disent « Ah, je ne viens pas dans votre hôpital parce qu'on y reçoit des tuberculeux ». Un tuberculeux connu, diagnostiqué, traité est moins dangereux que celui qu'on va rencontrer dans le cas rapide qu'on prendra pour fuir la structure hospitalière. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, répéter, réitérer, c'est qu'il faut se protéger de tout le monde. Il faut se protéger de tout le monde parce que chaque Sénégalais est potentiellement porteur de ce virus. Si tout le monde adoptait cette même attitude, ça serait beaucoup plus aidant que d'essayer de savoir si c'est X ou si c'est Y qui l'a ou ne l'a pas. La maladie est là, certes, on a nos réalités socioculturelles. Est-ce que les gens ont cette culture-là d'aller consulter un psychiatre? Je ne parle pas forcément de ce contexte, mais de manière générale, beaucoup, en tout cas, quand on parle de vous, c'est quand on a une personne qui est dans la maison et qu'on n'arrive plus à contrôler, qu'on se permet de se dire il faudrait qu'on aille vers les psychiatres ou les psychologues. Alors que derrière, il y en a d'autres qui vivent dans la société et qui ont peut-être besoin de vos compétences. Je rappelle seulement que l'école de psychiatrie de Dakar a aujourd'hui plus de 50 ans. Et au fil des ans, le nombre de spécialistes formés en exercice n'a pas arrêté d'augmenter. Et je pense que ça peut être un indice pour multiplier, un indice pour comprendre si la population y adhère ou pas. Et de plus en plus dans les régions, ils se multiplient. Et je pense que c'est des services qui reçoivent tous les jours de la semaine à toutes les heures ouvrables des patients qui viennent demander de l'aide sur ce plan-là. La prise en charge de cette maladie par l'État, est-ce que selon vous, elle prend en compte les déficients mentaux? Parce qu'on n'en entend pas parler, mais sur celui-ci, est-ce que vous avez l'impression qu'on prend en compte leur situation? Je pense que quand on parle des Sénégalais, c'est tous les Sénégalais. Moi, je suis psychiatre. Les malades mentaux que je reçois, je leur transmets ce message. Et une anecdote peut-être qui vous fera sourire, au premier temps de l'épidémie, je suis arrivée le matin dans mon service, mais les patients qui venaient en consultation avaient tous leur masque. Et une fois, il m'est arrivé de tousser parce que j'étais enrhumée, mais j'ai vu certains faire un geste pour se méfier, respecter la distance, etc. Donc je pense qu'en tant que citoyen sénégalais, ils sont protégés au même titre que tous les autres.
Oui, Daouda. Bon, je suppose que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, vous, les psychologues, vous êtes engagés quand même dans cette lutte-là. Comment se fait la prise en charge actuellement des malades et des parents de malades? Comme je vous l'avais dit au début, le ministère a mis en place une cellule de soutien psychologique que coordonne le docteur Sy, mais au niveau aussi des structures comme l'hôpital de Fann qui reçoivent des patients Covid, des cellules ont été mises en place, comme je vous disais, qui accompagnent les patients mis en observation, les patients hospitalisés, et si de besoin leur famille, de même que les soignants de première ligne qui peuvent être épuisés, qui peuvent être mis en quarantaine et qui ont besoin, en ces moments-là, d'être en contact avec quelqu'un qui leur parle, qui les écoute et qui comprend leurs souffrances spécifiques pouvant être liées à cette situation. Est-ce que vous les aidez quand même lorsqu'ils ont fini d'être traités à retourner au niveau de la société parce qu'ils pourront être stigmatisés quand même? Mais bien sûr que le soutien psychologique a un début, se déroule et a une fin et c'est très ritualisé pour que les gens puissent se dire au revoir, que tout va bien et partir sur de nouvelles bases. Merci beaucoup, professeur Aïda Sylla, qui est psychiatre. Vous aurez besoin, avant de partir, si vous pouvez nous l'accorder, de consulter Pierre Da Silva. Il en a besoin parce que j'ai l'impression que derrière, il a un trou plein de stress. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. On se retrouve demain à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.